Citoyens de la CEDEAO, bonjour. Je fais cette première vidéo qui sera une série pour qu'on discute ensemble. Je pense que nous sommes tous des frères dans la CEDEAO et c'est intéressant que des fois on puisse se dire les vérités, qu'on puisse se parler de frère à frère, de frère à sœur, de sœur à sœur et qu'on puisse vraiment savoir ce qu'on veut pour notre avenir. Citoyen de la CEDEAO, mon nom n'est pas important. Je peux vous dire que je viens du Sénégal parce que dans ma présentation, je donnerai beaucoup d'exemples qui sont relatifs à mon pays, que je connais bien, et aussi parfois à d'autres pays sur des échos ou des événements que j'ai eu la connaissance et que j'aimerais porter en exemple. Donc, mon objectif dans cette vidéo, c'est que l'on puisse réfléchir sur les bases de l'industrialisation ouest-africaine, quels sont les besoins, quels sont les impacts, quelle est la vision, quelles sont les capacités, les possibilités que nous avons et que nous puissions en fait se passer le message et que chacun d'entre nous puisse savoir qu'est-ce qu'il peut faire déjà en tant que citoyen, qu'est-ce qu'il peut apporter à notre sous-région et qu'est-ce que la sous-région peut faire pour que notre espace de vie soit toujours mieux et toujours meilleur. Alors, nous allons donc toucher à certains secteurs, notamment des secteurs industriels ou bien des secteurs étatiques ou bien aussi certaines fonctions qui vont avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne d'industrie et de développement dans notre sous-région. Alors, la CEDEAO est une sous-région qui est extrêmement intéressante et vraiment magnifique à étudier, car c'est une sous-région déjà qui n'a pas écrit, donc tout est à la recherche, tout est à l'analyse, mais dont on connaît l'histoire presque 1500 ans avant notre ère. Et même plus loin, nous pouvons remonter plus loin, bien sûr. Mais c'est pour dire à quel point il y a eu des histoires, des événements, des liaisons, des cohésions, de la découverte, de l'analyse, qui non seulement ne sont pas montrées, car peu décrits, mais en plus sont à découvrir, car certains vestiges existent encore, notamment dans l'humain. Et nous y reviendrons dans certains épisodes. Aujourd'hui, c'est un épisode de présentation. Donc, c'est le premier épisode de la série. Et c'est un épisode qui va en fait overall, qui va contourner l'ensemble des choses que j'ai envie de vous présenter et qui va donc vous donner une certaine vision de ce que nous pouvons faire selon ce que je voudrais vous présenter, qui est un résultat de recherche, d'analyse depuis 2007, avec beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens de l'Afrique, avec beaucoup de choses dont nous avons entendu, que nous avons lu, appris et tout ça. Et si vous voulez, cette présentation n'est pas un regard du passé, bien qu'il y aura une analyse du passé, mais un regard vers le futur et ses possibilités. Donc la CEDEAO, qui est un espace économique, fut hier un espace impérial, plusieurs royaumes, plusieurs tribus, plusieurs peuples, plusieurs traditions qui, au fil des âges, se sont liés ensemble, ont créé cet espace qui fut l'Empire Songhai, l'Empire du Ghana, etc. Et tous ces royaumes qui ont vécu dans cet espace avec de nombreuses dynasties, de nombreuses traditions, de nombreuses préservations et une des plus belles régions, je trouve, du monde. Mais aussi une des plus riches, mais malheureusement une des plus pauvres. Et c'est cette pauvreté-là qu'on doit régler, notre génération, car nos ancêtres et nos pères ont fait beaucoup de choses. Si aujourd'hui il y a la CEDEAO, c'est aussi parce que nos pères se sont battus afin de s'unir. Et cette CEDEAO
le fait qu'elle soit la sous-région, l'espace économique, l'entité en fait sous-régionale la plus dynamique de l'Afrique vient aussi de l'histoire que nous avons développée ensemble pendant des âges. Et c'est pour cela que vous trouvez les mêmes noms de famille qui peuvent être au Mali, qui peuvent être en Guinée, qui peuvent être en Côte d'Ivoire, etc., au Sénégal, car nous avons toujours brassé nos peuples. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui est un espace qui est considéré comme la 20e puissance mondiale, qui a plus de 350 millions d'individus, un espace grand de plus de 5 millions de kilomètres carrés, avec pratiquement toutes les ressources naturelles qui existent dans le globe, mais en plus de ça, une population jeune. Et tout ça, vous le savez. Donc cet espace aujourd'hui, le défi que nous avons par rapport à l'héritage que nos pères nous ont laissé, la libre circulation des biens et des personnes, le passeport de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, la Commission, c'est-à-dire toute l'organisation aujourd'hui qui permet de faire fonctionner l'espace économique, est déjà prêt. C'est-à-dire que, et ça, j'en remercie vraiment nos pères, d'avoir mis un cadre, et un cadre fonctionnel, qui demande maintenant à fonctionner. Et c'est là que notre génération a les plus beaux défis. Et je remercie aussi nos pères, malgré toute la difficulté, malgré toutes les tensions, d'avoir mis aujourd'hui nos États sur des cadres qui sont organisés. Et grâce à cette organisation, vous imaginez qu'on vous a mis tout sur un plateau d'argent, mais en plus de ça, nos pères ont fait quelque chose de super intéressant dans les années 90. Lorsque le mur est tombé et qu'il n'y avait plus maintenant de concurrence entre deux blocs, mais il y avait un bloc qui a dominé. Et dans cette domination qu'ils ont acceptée, ils ont investi afin que leurs enfants puissent obtenir certaines connaissances qui étaient presque inaccessibles pour nous. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des Africains partout, dans toutes les entreprises, et qui font souvent de très belles choses, et qui ont un savoir-faire énorme. C'est là où ça devient intéressant, les gars. L'Afrique est un continent quasi meurtri par toute l'histoire récente. On dit l'histoire récente, il y a 600 ans. 600 ans par rapport à plus de 10 000 ans, près de 100 000 ans et plus encore d'histoire ne doit pas nous ternir. C'est comme une égratignure qu'un enfant se fait. Il pleure, ça fait mal, mais une fois que c'est guéri, c'est oublié. Et donc, par contre, la cicatrice nous rappellera de faire toujours attention. Et elle nous rappellera pendant tous les âges qu'on la rappellera à nos enfants qu'ils devront toujours faire attention. Car la liberté et l'autodétermination humaine est primordiale. Chaque être humain est né de la même manière. Et par conséquent, chaque être humain a la même valeur. Vous avez beau être plus intelligent, l'autre est plus fort. Vous avez beau être plus fort, l'autre est plus habile. Vous avez beau être plus habile, l'autre est plus agile. Vous avez beau être plus agile, l'autre est plus ceci, l'autre est plus concentré, l'autre est plus ceci. Vous ne serez jamais le meilleur de meilleur. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous dans un domaine, et même dans votre domaine. Car nous sommes un peuple. Et par conséquent, nous sommes individuellement, chacun, une force. Concentrons-nous maintenant vers la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui a ce problème qui est que nous sommes pauvres, mais nous sommes riches. Car nous sommes pauvres car nous n'avons pas cette détermination dans la vision que nous avons mis. Je peux vous rapporter à la vision Horizon 2020 et vous demander de la lire. Elle est encore normalement sur le site de la CEDEAO pour voir ce que la CEDEAO avait prévu pour 2020 afin que vous regardiez ce qu'elle a concrétisé et ce qu'elle n'a pas concrétisé et que vous puissiez analyser ce qui reste à faire et ce que nous pouvons aussi proposer pour les années à venir. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. Nous avons besoin d'industrialiser nos États. Et pour le faire, aucun État n'est capable de le faire tout seul. Donc, je propose la mutualisation. Et cette mutualisation, je la propose par un mélange d'aménagement.
L'aménagement va se faire par le partage des secteurs et des tissus industriels à travers tout cet espace qui est quand même un espace de 5 millions de kilomètres carrés. Et donc la mutualisation permettra maintenant de renforcer nos capacités, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient naturelles par rapport aux ressources, ou qu'elles soient fonctionnelles par rapport à la logistique. Et donc par rapport à ça, ce que je propose est simple. C'est de réfléchir sur le partage des tâches de chaque pays de la sous-région. On reviendra bien sûr sur les détails car il y a énormément de détails, mais ce qui est vraiment important, c'est de réfléchir sur ce partage et de réfléchir sur la manière dont nous allons concrétiser chaque élément. D'abord, l'aménagement. L'espace de la CEDEAO par rapport à son climat, par rapport à ses défis et par rapport à sa population nous amène à dire que chaque pays a un avantage sur lequel on doit se concentrer et sur lequel l'ensemble des citoyens doivent pouvoir apporter leur force, selon leur méthode. Et par conséquent, certains sujets sont très importants. Pour les sujets, et il y en a d'autres qui le sont tout aussi, mais que je n'ai peut-être pas vus, donc j'invite tout un chacun à proposer afin que nous puissions faire. Mais pour moi, les sujets qui sont réellement importants à court et moyen terme, c'est-à-dire sur les 15 ans à venir, ils sont d'ordre basique. Il y a un économiste que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps qui disait, c'est un Chinois, qui disait que l'Afrique est encore dans l'économie du XVIIIe siècle. Et elle n'est pas encore entrée donc, ni dans le XIXe siècle, ni dans le XXe siècle. Dans le XXIe siècle que nous sommes aujourd'hui. Et donc, il y a problème. Et pour cela, nous devons changer notre paradigme. Car nous avons déjà la ressource humaine disponible. Et par conséquent, d'abord, une chose qui est très importante. En 2006-2007, lorsque je commençais mon combat panafricain et que j'invitais les premiers membres de ma famille, donc mes amis qui sont membres de ma famille avec qui on a créé des vrais liens d'amitié comme des amis extérieurs, l'un d'entre eux, lorsque je lui parlais du combat panafricain, me disait « Si tu veux que les gens adhèrent à ton combat, il faut déjà qu'on ait le ventre plein. En Afrique, on n'a pas le ventre plein. » Et donc le premier défi sera, comme vous l'avez deviné, le défi alimentaire. Et pour moi, quoi de mieux que la région du Mali pour industrialiser le domaine alimentaire. C'est-à-dire que le Mali est une explosion en termes de taille géographique. Donc, pour une population qui est très petite, le Mali, si je ne me trompe pas, elle ne dépasse pas les 40 millions d'individus. Je me trompe peut-être, mais je sais que si je me rappelle bien, la densité du Mali est de 17 habitants au kilomètre carré. Quand vous avez en France près de 76, si je ne me trompe pas, et une quarantaine au Sénégal. C'est pour vous dire que le Mali, en fait, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Vous pouvez aller sur des kilomètres et des kilomètres, vous ne rencontrerez personne. Alors que, par exemple, dans un pays comme la France, à part dans certaines zones, les villes s'entrecollent, pour vous dire à quel point la densité est importante. Donc, le Mali est une opportunité de dingue de faire de l'agriculture à taille méga. Mais vraiment. Parce que le Mali comporte un premier défi, le désert. En faisant certains types d'agriculture, nous aurons la capacité de nourrir l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de reboiser nos terres. Et c'est là où j'invite l'ensemble des ingénieurs agronomes, francophones, anglophones, lusophones et hispanophones, si on en a, à créer des groupes de travail
où est-ce qu'il faut réfléchir sur l'ensemble, créer en fait des boucles où on aura les informations qui nous permettront de reboiser, mais aussi d'industrialiser à outrance le Mali. Nous n'avons pas forcément besoin d'énormément de personnes pour faire de l'agriculture, car aujourd'hui les machines le font très bien. Donc faire de l'agriculture à taille gigantesque va non seulement permettre le reboisement, parce que là où on va faire de l'agriculture, on mettra des arbres, on mettra certains types d'arbres pour voilà, récupérer de la terre au désert. Car il y a deux choses, soit le désert récupère de la terre sur nous, soit nous récupérons de la terre au désert. Donc l'idée serait de récupérer un maximum de terre, quitte à que ça nous prenne 50 ans ou 100 ans, mais que chaque année on récupère plusieurs kilomètres carrés du désert et qu'on fasse de l'agriculture, qu'on plante, qu'on plante, qu'on plante. Et que même nous pouvons, à partir d'un désert, c'est comme une feuille blanche, nous pouvons maintenant tracer de nouveaux paradis. C'est faire par exemple une forêt d'arbres fruitiers. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Pourtant, nous sommes capables de faire des expériences et des expérimentations de dingue. Donc moi, j'aurais proposé le Mali, où est-ce que nous allons investir en masse dans l'agriculture. Et cette agriculture permettra de donner à l'ensemble de la CEDEAO des produits de base comme le fonio, comme le riz. Au niveau du bétail aussi, il y a de grosses possibilités, et etc., etc. Donc, va permettre en fait de ne plus parler de problèmes alimentaires dans la CEDEAO. Si tant est que nous puissions transformer nos aliments de première nécessité, enfin l'ensemble de l'agriculture, pour pouvoir la distribuer. Et c'est là que je propose que l'agro-industrie soit faite en Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est déjà un pays agricole dans les domaines qu'il fait. Les propositions que je vous fais ne changent pas en fait les règles qui sont déjà établies, les business models des différents pays. Ça ne change absolument rien, ça vient s'ajouter, mais de manière coordonnée, en partageant à chaque pays une des tâches qui est nécessaire afin d'avoir un espace surdéveloppé. Et par conséquent, la Côte d'Ivoire, qui est un cousin du Mali, dont les relations, n'en parlons pas, c'est vraiment depuis l'histoire des 49 soldats, on se rend compte du lien malien et ivoirien. Et ce lien-là peut être renforcé si la Côte d'Ivoire crée maintenant ces industries de transformation qui nous permettront d'avoir soit des produits semi-finis pour distribuer aux entreprises privées de la CEDEAO, soit des produits finis qui auront des prix CEDEAO qui permettront jusqu'aux plus pauvres de ne jamais manquer quoi que ce soit. Et ça, nous sommes capables de le faire et ça ne coûtera que dalle et ça nous rapportera énormément d'argent. Demandez aux industriels agricoles des États-Unis ou bien qui sont au Japon ou bien qui sont en Europe dans certains pays où est-ce que comment on appelle ça encore, les États n'ont pas beaucoup d'entreprises. Donc, l'agriculture donc, au Mali, l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Donc, les Maliens vont pouvoir distribuer ce qu'ils ont fabriqué. Les Ivoiriens vont pouvoir les transformer. Et ensuite, on fera la distribution dans l'ensemble des pays. Quand je dis les Maliens, je dis les Burkinabés, je parle en tant qu'entité de pays. D'entité d'État. Parce que plus tard, lorsqu'on parlera de la mutualisation, vous comprendrez que on pense pas forcément à un peuple, mais on pense à une région et la mutualisation fera le reste. Donc, bien sûr, si on veut faire de l'agro-industrie, forcément, il nous faut des machines, il nous faut des usines. Et par conséquent, il va falloir développer l'ingénierie qui fabrique l'ensemble des outils qui sont nécessaires à l'usinage technique de l'agro-industrie. Parce qu'il faut avoir une vision sur 100 ans, 200 ans, pour pouvoir se dire que nous devons créer des entités industrielles qui nous permettront de pousser notre développement et notre savoir-faire. Nous ne pouvons pas à chaque fois commander chez les autres parce que les autres ne fabriquent des choses que dans leur vision. Et j'en veux pour exemple, je vais vous donner un exemple qui est, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais ça colle bien avec les choses. J'habite en France.
Et bon, je suis quelqu'un qui passe mon temps à observer, qui observe vraiment tout. Et lorsque vous observez par exemple une femme noire et une femme blanche porter un jean, la femme blanche, son jean colle à la taille et on ne voit jamais ce qu'elle a porté de manière à l'intérieur de son corps, contrairement aux femmes noires. Et cela ne se passait pas lorsque j'habitais au Sénégal. Et moi, ça m'a choqué parce que j'avais l'impression qu'en fait, nos femmes étaient vulgaires et c'était pour moi inadmissible. Mais j'ai compris par la suite que la coupe faite en Europe, donc la manière dont sont fabriqués les jeans européens, sont fabriqués selon le corps européen. Ce qui fait que lorsque nos femmes africaines portent des jeans qui sont fabriqués au modèle européen, avec leur forme qui est différente, cela donne une autre forme aux jeans qui n'arrangent pas forcément leur taille. Et donc, on peut multiplier ce point de vue par 1000, à savoir même lorsque vous fabriquez une cuisine, cette cuisine sera fabriquée selon les normes des maisons européennes, par exemple. Donc, si vous achetez une cuisine européenne et que vous voulez la mettre en Afrique, si vous avez certains problèmes, par exemple par rapport à l'utilisation de l'huile, par rapport à ceci, cela, etc., vous vous rendrez compte qu'il valait mieux prendre un ingénieur africain qui comprendra le problème africain plutôt qu'un ingénieur européen qui se focalise sur le consommateur européen ou peut-être mondial si c'est une entreprise internationale. Je ferme la parenthèse. C'est pour vous dire donc la nécessité d'avoir une vision ouest-africaine, à se dire que l'ensemble des métiers qui existent dans le monde et qui peuvent nous servir doivent être compris par nous-mêmes. C'est important. Et tout le monde doit savoir que c'est important. L'Européen, tout ce qu'il a inventé, il l'a inventé avec ses doigts et son cerveau, avec son corps. Donc, il n'y a rien d'impossible. Donc, nous sommes capables de tout et donc il suffit de le faire. Ensuite, donc, nous avons parlé de l'agro-industrie et de l'industrie alimentaire. Ce qui est ensuite important, c'est de pouvoir distribuer ce qu'on fait. Et pour distribuer ce qu'on fait, évidemment, il faut avoir des voies de communication au top. Et par conséquent, il faut des routes, il faut des autoroutes, il faut des voies fluviales, il faut des voies aériennes, il faut du ferroviaire. Et par conséquent, c'est un pan qui est extrêmement important car ce projet va demander la création de plusieurs milliers d'entreprises différentes, mais en plus de plusieurs secteurs et tissus industriels différents. D'abord, parlons seulement des routes, ce qui est peut-être le travail le plus simple. Pas forcément, mais qui est, on va dire, qui a le plus d'impact. La route en Afrique de l'Ouest, un des premiers projets, d'ailleurs je voyais que le président de la commission de l'UEMOA en avait parlé, un des premiers projets qui est important, c'est déjà la fabrication de toutes les autoroutes qui relieront toutes les capitales de la CEDEAO. Avant qu'on puisse parler business, il faut qu'on puisse se voir. Et pour se voir, il faut que ça se déplace et que ça ne coûte pas cher. Et donc, toutes les autoroutes qui permettent d'aller de Dakar à Abuja, en passant par la côte à Abidjan, en passant par Cotonou, par Lomé, etc., par Freetown, par Accra et tout, toutes les autoroutes doivent être fabriquées et on doit avoir un planning. Ça aurait dû être planifié depuis les années 60 et ça aurait dû commencer au moins dans les années 70. Déjà, quand on savait fabriquer des routes, on aurait dû commencer à le faire. On aurait dû commencer à le faire parce qu'on sait combien ça va rapporter. Si les Ghanéens commencent à nous vendre des produits, que les Sénégalais vendent des produits aux Ghanéens, etc., l'argent va tourner autour de nous et donc va se multiplier. Donc, voilà. Donc, la fabrication de routes. Qui dit fabrication de routes? Bon, comme je vous l'ai dit tout de suite, nous sommes assez bien outillés. Il y a déjà plusieurs entreprises BTP. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une association ou un conglomérat de l'ensemble des entreprises de BTP de la CEDEAO afin qu'ils puissent créer une task force, réfléchir et faire des propositions.
montrer combien ça nous coûtera, combien ça rapportera. Parce qu'il faut savoir que des autoroutes, c'est extrêmement rentable. Et donc, cet argent doit rentrer dans les poches de nos industriels. C'est important parce que sinon, si on n'a pas des industriels qui sont riches et puissants, nous ne pourrons pas être protégés. Même si à un moment donné, il faudra faire attention au partage des pouvoirs par rapport aux médias, par rapport aux industriels, par rapport aux politiques, etc. Mais il faut qu'on ait toujours une base forte pour nous. Maintenant, le BTP est important. L'outillage du BTP est encore plus important. Nous devons, car nous savons que nous devons fabriquer énormément de routes en Afrique de l'Ouest. Énormément de routes. Il faut penser jusqu'aux routes, jusqu'au plus lointain village de l'arrière-grand-père, de la tante, du cousin, etc. doit être fabriqué. Et pour que cela soit fabriqué, il faut qu'on ait les outils. Et ces outils, nous ne pouvons pas les acheter tout le temps. Parce que là, il faut penser qu'il y a 50 ans ou 80 ans de boulot pour y arriver. Bien que beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites. Mais beaucoup de choses restent à faire. Et par conséquent, il faut créer une entreprise ouest-africaine à partenariat public-privé qui va fabriquer des outils pour tout le secteur industriel du BTP. Ça part du derrick au gros tractopelles, aux gros tracteurs, etc., etc., jusqu'au tournevis, enfin, en tête, j'ai pas tous les noms des outils pour le BTP, mais voilà, la perceuse, tout. Il faut tout fabriquer, donc il faut les différentes industries, les penser, choisir l'ensemble des pays où est-ce qu'on va les implanter. Moi, j'avais pensé déjà pour l'industrie lourde au Nigeria, car certaines industries en fait se croisent. On est bien d'accord. Donc, par exemple, le Nigeria est déjà bien avancé dans les pièces détachées et dans l'industrie automobile. Donc, ce sera assez facile pour trouver des ingénieurs. Ce sera assez facile aussi pour l'implanter à l'intérieur, fabriquer maintenant de gros véhicules qui permettront maintenant facilement de les acheter parce que nous les achetons à nous-mêmes et de les utiliser pour tout fabriquer. Bien sûr, il y aura des appels d'offres internationaux parce que le savoir-faire doit être partagé, mais aussi ça crée aussi des bonnes relations avec d'autres pays. Et nous faisons partie de l'OMC, donc on ne va pas oublier les autres, mais nous allons favoriser les nôtres pour au moins 75% et les 25% restants, ce sera de l'accompagnement avec peut-être des entreprises internationales. En tout cas, il y a vraiment de travail pour tout le monde et pendant longtemps, donc il faut y penser sérieusement. Lorsque nous avons ces différents éléments, nous sommes pratiquement pas mal. Maintenant, il va falloir aussi implanter l'industrie ferroviaire. Et toutes ces industries déjà, lorsque je vous en parle, il faut aussi en parallèle penser à l'industrie électrique. Fabriquer nos propres câbles, fabriquer nos propres machines qui donnent de l'énergie, qui produisent de l'énergie. Nous devons les fabriquer. Le savoir-faire, il est là. Personnellement, c'est quelque chose qui n'est pas simple en tant que tel, car maintenant il y a beaucoup d'électronique pour de la décision, mais mécaniquement, les grosses machines qui permettent de faire de l'électricité, on les apprend depuis la première. Donc ce sont des choses qui sont simples pour n'importe quel scientifique, niveau Bac+3, Bac+4. Maintenant, toutes ces industries de base qui nous permettront de répondre aux différentes demandes, car nous avons pas mal de ressources naturelles. Donc en gros, nous n'avons même pas besoin d'argent, parce que si nous avons la ressource naturelle, si nous avons les ingénieurs, ça on en reparlera tout à l'heure, et si nous avons le projet, il suffit seulement de faire. Et après, créer de l'argent pour que les échanges puissent se faire. Ça, maintenant, c'est un autre débat. Mais il faut en parler aussi. L'indépendance de la monnaie interne du pays. Parce que la monnaie interne du pays doit certes être maîtrisée, mais doit répondre à des projets. Et par conséquent, lorsque nous avons réussi tout ça, nous pouvons ensuite parler d'industrie fine, l'industrie par exemple, les industries des ménages, l'aspirateur, la machine à laver, voilà, etc. L'industrie médicale, l'industrie
euh, notamment par rapport à l'industrie euh, comment je dirais, bon, on a parlé agricole, de la santé, euh, voilà, j'en étais au ferrovie, exactement. L'industrie ferrovie, c'est extrêmement important. Il y a deux industries à l'intérieur. Il y a l'industrie fabrication de trains et fabrication donc, de tous les outils, donc fabrication de rails, fabrication de trains, fabrication de gares, etc. Et il y a l'industrie qui va gérer donc la société de services qui va, comme par exemple les sociétés de chemin de fer, qui vont gérer maintenant les réseaux, car on a un réseau ouest-africain. Et le ferroviaire, dans notre cas, doit être celui qui doit avoir une vision sur 150 ans même. Nous ne devons pas penser, parce que le ferroviaire est quelque chose d'extrêmement important. Moi qui voyage beaucoup en train, je peux vous dire que c'est un gain de temps dont on n'imagine même pas la capacité d'apport économique qu'un train peut avoir. Et donc, fabriquer des trains qui vont de Dakar à Abuja en passant exactement par toutes les capitales est une chose qui est nécessaire dans le business, notamment dans le transport de marchandises. Bien sûr, le transport de personnes, parce que ça va exploser, mais surtout aussi dans le transport de marchandises à court terme, à moyen terme, excusez-moi, parce que lorsqu'on devra tout fabriquer et qu'on devra concentrer des industries, il va falloir déplacer au max. Et donc, c'est une des priorités de créer l'ensemble du réseau ferroviaire, au moins de le tracer sur papier, l'ensemble du réseau ferroviaire par rapport aux localités des industries que nous voulons mettre en place, par rapport aux localités des ressources naturelles, ce qui est par contre certaines pour beaucoup de pays, c'est déjà fait. Euh, et ensuite, développer maintenant le réseau en fonction des priorités. Par exemple, l'axe Bamako-Abidjan, qui est un axe qui va être extrêmement important dans le domaine alimentaire, va être peut-être une des priorités. On pourra ensuite utiliser le fluvial déjà à court terme, le temps que les autoroutes et le réseau ferroviaire sera mis en place, parce que la plupart des pays de la CEDEAO ont des ports. Et par conséquent, acheter un bateau, c'est beaucoup moins cher que fabriquer une route. Donc nous pouvons acheter des dizaines de paquebots, de cargo, de bateaux cargo, et ensuite commencer à faire des échanges internes à partir des productions déjà existantes sur les industries déjà productives. Et avoir maintenant une consommation interne grâce notamment à la communication et aux médias qui vont inonder de publicité et de possibilités sur les produits ouest-africains. Donc tout ça, ce sont des possibilités, ce ne sont que des ententes que nous devons mettre en place et nous allons réussir. Nous allons aussi parler de l'éducation, nous allons parler de la CEDEAO, en fait, de la formation, notamment que ce soit une harmonisation de formation, car si nous voulons partir ensemble, nous devons avoir une éducation générale qui est à peu près la même dans l'Afrique de l'Ouest, qui nous permettra de travailler au Ghana, de travailler au Nigeria, de travailler à n'importe où, tout en ayant une parfaite connaissance des choses. Je pense par exemple que l'histoire à l'école doit beaucoup se concentrer sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, la géographie de l'Afrique de l'Ouest, les politiques de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons, chaque enfant en fait qui est éduqué en Afrique de l'Ouest doit connaître l'Afrique de l'Ouest comme sa poche. Et grâce à cela, nous pourrons nous développer ensemble. Donc il y a beaucoup de projets, il y a énormément de choses que nous pouvons faire en Afrique de l'Ouest. Je vais m'arrêter là, c'est un peu la présentation. Beaucoup de choses ont été dites. Sur chaque sujet, nous allons prendre le temps d'en parler. Et nous allons réfléchir sur chaque élément à la capacité. Je vais finir par vous présenter maintenant la mutualisation. Car, en effet, avoir des projets, c'est bien, mais pouvoir les concrétiser, c'est mieux. Et par rapport à ça, je pense que l'ensemble des idées que je vous ai présentées, je pense que la plupart d'entre vous l'a déjà à peu près imaginé, s'est dit, bon, on pourrait faire ça ci, etc. Et je pense que euh, lorsqu'on pourra vraiment créer des agoras pour discuter ensemble sur le pourquoi du comment et comment nous allons le faire, ça va être
très intéressant parce que nous avons des talents. Nous avons vraiment de grands talents, des gens visionnaires et qui font le monde en discrétion, je vous le dis et je vous le garantis. Donc, ce genre de projet demande beaucoup d'argent, mais surtout beaucoup de savoir-faire. Car un train ne voit pas le jour s'il n'y a pas des hommes derrière qui, de jour et de nuit, sont en train de visser, dévisser, taper, racler, analyser, calculer, décrire, parler, etc. jusqu'à ce que le train puisse être assemblé et que tout le monde soit content lorsque le premier allumage se fait et que ça montre et que tout le monde sait que ça marche. Et donc, ça demande beaucoup de compétences. Et faut savoir que les compétences, notamment pour les compétences qui sont de très grande valeur, il y a une compétition mondiale, hein, je vous l'avoue. Quand vous avez certains diplômes, les gens vous arrachent. Et donc, vous avez tous les avantages. Et c'est pour cela que nous avons, principalement en Afrique, des problèmes. Il ne s'agit pas seulement du fait que nous n'y arrivons pas, il s'agit du fait que ceux qui sont censés y arriver ne sont pas avec nous. Ils sont déjà achetés. Et je vais vous prendre un exemple simple. Nous allons où dans quelques jours? Nous allons à la Coupe du Monde. Je pense que c'est ce week-end d'ailleurs. Ça vous permettra de voir un peu l'instant où j'ai produit cette vidéo. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une équipe, et d'ailleurs plusieurs équipes, qui ont beaucoup d'Africains, notamment par exemple l'équipe de France. L'équipe de France est très représentative d'ailleurs de l'équipe de la CEDEAO. Imaginez si on avait une seule équipe d'ailleurs dans la CEDEAO. Si la CEDEAO était un seul et même pays et que nous avions une seule équipe nationale, comme les États-Unis, comme d'autres pays et tout ça, sachant que les joueurs ouest-africains sont parmi les plus nombreux, si je ne me trompe pas, dans les championnats les plus importants. Imaginez encore mieux si... Bon, là, je m'éloigne du sujet, mais c'est juste pour noter cette idée qui vient de m'arriver. Mais si on faisait plutôt un championnat ouest-africain qui serait très médiatisé, bien payé, comme à l'image par exemple de la lutte au Sénégal, et qu'on puisse concentrer, faire rester nos joueurs directement dans notre pays, imaginez le nombre de choses que ça va rapporter en termes d'argent. Si on avait plus de joueurs de qualité, plus de joueurs qui jouaient, plus de championnats, plus de matchs, plus de stades, plus de qualité, je pense qu'on pourrait concurrencer le football européen. Je le pense. Peut-être pas maintenant, mais ça prendrait du temps, mais il y a vraiment beaucoup de qualité chez nous. Et tout ça pour dire que nous avons ce problème. D'ailleurs, c'était un problème qui avait été analysé même au niveau des études de l'ONU, à savoir la proportion de diplômés en présent en Afrique était extrêmement basse. En gros, quand vous avez des gens très diplômés, la plupart s'exportent, notamment ceux qui sont dans la tech, dans la science, et dans certains métiers comme la médecine et tout ça, où est-ce que c'est beaucoup plus rentable d'aller travailler à l'extérieur et par conséquent, ce qui est plus normal, beaucoup de gens vont tenter l'aventure, notamment les meilleurs car ils sont déjà cooptés. Donc, c'est toujours dans la parenthèse, hein, mais juste pour vous dire, imaginez que chaque année dans la CEDEAO, la plupart des meilleurs de chaque ville obtient une bourse pour aller étudier à l'étranger. Maintenant, imaginez le nombre d'entre eux qui reviennent et le nombre d'entre eux qui restent. Et vous imaginerez à quel point nous sommes gagnants et perdants. Et ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Je ferme la parenthèse maintenant pour vous parler de la mutualisation. Et donc, la mutualisation revient en fait à travailler ensemble en tant que citoyen de la CEDEAO et aussi en tant qu'État de la CEDEAO pour concentrer nos forces afin de concrétiser tous les tissus industriels dont nous avons besoin.
Par exemple, prenons le cas de l'agriculture. Aujourd'hui, on dit et on se met d'accord en disant que nous allons concentrer l'agriculture de la CEDEAO au Mali. Regardez ce qui a été fait au niveau de la BCEAO. Par exemple, la BCEAO, donc l'ensemble des pays de l'UEMOA cotisent ensemble, mettent leur argent ensemble. Ensuite, celui qui a plus d'argent, c'est lui qui prend, qui est élu, c'est dans son pays qui est élu le gouverneur de la BCEAO. Le vice-gouverneur, c'est dans un autre pays. Celui qui a le siège social, c'est un autre pays, etc., etc. Donc, il y a eu un partage de manière à ce qu'il y ait en fait une équité et une justice. Cela est extrêmement intéressant et nous pouvons nous en inspirer. À savoir, si nous investissons au Mali, il y aura donc un partenariat public-privé où est-ce que l'ensemble des États mettront l'argent, les différentes ressources nécessaires afin que cela puisse se faire, et le privé ouest-africain investira soit par des fonds d'investissement, soit par des fonds d'État pour être actionnaire de ces différentes entités, car l'idée c'est que nos États puissent nous pousser à concrétiser l'industrie, mais que progressivement, que ce soit le secteur privé qui gère l'ensemble du tissu économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement important car le privé travaille mieux que l'État. Ça, c'est connu depuis des âges et des âges. Donc, laisser le privé gérer l'économie et que l'État gère les institutions, c'est ce qui a permis à beaucoup de pays de pouvoir se développer. Et bien sûr, l'État doit être partenaire, donc actionnaire aussi de ces différentes entités pour les protéger, pour aussi avoir une certaine rente qui, en plus des TVA, en plus de toutes les recettes de l'État, qu'ils puissent avoir des rentes d'entreprise qui lui permettront des fois d'avoir des leviers d'investissement pour certaines choses qui peuvent être agréables aux sociétés. Et donc, la mutualisation des ressources financières par le privé ouest-africain, donc à travers les fonds d'investissement, à travers les pensions de retraite, etc., sera super intéressant. Et ensuite, la cotisation des États qui, selon les différentes ententes, en fonction des secteurs, en fonction du pays choisi, en fonction d'eux, puissent maintenant asseoir les industries qui seront nécessaires à une meilleure vie en fait dans la CEDEAO et ensuite faire le taf. Maintenant, pour la ressource naturelle, j'ai pas besoin de vous en parler. Vous savez qu'on est extrêmement riche en Afrique de l'Ouest, peut-être la région la plus riche du monde, je dirais. Niveau climat, un des climats les plus stables. C'est pratiquement que de la plaine. Au niveau de la richesse du sol, tout ce que vous jetez, ça pousse. C'est extrêmement riche. Au niveau de l'eau, n'en parlons pas. Au niveau des hydrocarbures, on est tranquille. Au niveau du soleil, on est pépère, il ne fait même pas froid, on n'a pas besoin de faire des réserves, on n'a pas besoin de gaspiller de l'énergie pour nous réchauffer. Franchement, on a un boulevard pour nous développer, mais vraiment on a un boulevard. Il suffit seulement de se lever et de faire, de décider quoi faire et de le faire. Même au niveau du savoir-faire, ce que nous n'avons pas, nous pouvons l'acheter. Nous pouvons acheter des ingénieurs, nous pouvons embaucher des ingénieurs européens, des ingénieurs américains, n'importe quel ingénieur qui serait prêt à participer au développement de l'Afrique. Parce que le développement de l'Afrique ne concerne pas seulement les Africains, il concerne le monde entier. Et il y a des gens qui veulent nous aider. Il y a peut-être des gens qui veulent continuer à mettre l'Afrique en bas pour prendre plus d'intérêt. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur. Car l'Afrique plus riche multiplierait même leur argent par 10, par 1000. On a vu quand l'Asie s'est enrichie, comment les autres se sont enrichis. Mais la vision africaine de l'enrichissement est encore plus grande que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. On n'en parle pas maintenant, on en parlera peut-être, nos enfants en parleront quand les choses seront concrètes. Mais c'est tout pour vous dire que ressources financières, ok. Maintenant, ressources humaines. Nous devons avoir les meilleures. Et pour avoir les meilleurs, nous devons donc créer de nombreuses écoles de formation, mais nous devons aussi faire revenir une bonne partie des ingénieurs de la sous-région qui sont à l'extérieur et qui pourront nous apporter maintenant le savoir-faire et toute l'expérience du monde entier. On les bichonne
à fond, mais à fond, qu'ils soient dans un coussin, de manière à ce qu'ils travaillent le mieux possible. Et ensuite, qu'ils puissent pousser, en fait, en tant que wagon, le développement grâce à leur savoir-faire. Figurez-vous que même la fabrication des cartes bleues, il y a eu la participation d'un Sénégalais. La première carte bleue, je connais un des Sénégalais qui faisait partie de l'équipe. Donc pour vous dire à quel point nous avons fait des choses, mais très discrètement. Imaginez le nombre d'ingénieurs africains qui ont apporté des choses. Même les retraités, qu'ils reviennent, mais dans des structures bien réfléchies. Et tout ça, nous allons en parler dans l'ensemble des vidéos. Et donc, la ressource humaine, extérieure, on en a parlé tout de suite. Intérieure, il s'agira maintenant que chaque pays de la CEDEAO puisse apporter en fait son lot d'ingénieurs, son lot de techniciens qui vont aller, par exemple, si c'est dans le domaine agricole, donc trouver des ingénieurs agricoles, trouver des agriculteurs qui vont aller et qui seront embauchés par la CEDEAO dans les entreprises qui existent et qui vont permettre maintenant de faire une masse économique. Ensuite, si on va par exemple dans l'électronique, on pense par exemple qu'on pourrait l'implanter au Ghana, l'ensemble des ingénieurs électroniques, les meilleurs électroniciens pourront aller au Ghana, déjà développer, créer des cartes mères, créer des circuits intégrés, créer, fabriquer, vendre, produire et développer. Et voilà. Et pour chaque secteur industriel, nous allons prendre les meilleurs dans chaque pays. Si on n'a pas assez formé, attirer aussi certains qui sont à l'extérieur, comme les États-Unis le font, comme l'Europe le font, faire venir des Indiens, faire venir des Chinois, faire venir beaucoup d'ingénieurs, très bien les payer, faire en sorte que nous puissions apprendre d'eux et ensuite que nous puissions maintenant nous développer et partir de nous-mêmes. Faire venir des Russes, faire venir des Américains, voilà. L'essentiel, c'est que nous sommes contre personne. Nous pensons juste que nous devons nous développer et que c'est le moment et nous avons notre cahier des charges. Donc ceux qui veulent participer participeront, ceux qui ne veulent pas participeront pas. Mais voilà, donc je vous remercie. La vidéo est relativement longue. Je ne sais pas s'il y en aura qui vont écouter jusqu'à la fin. Mais c'était une introduction. Les autres vidéos seront un peu plus courtes car elles seront concentrées bien sûr sur plusieurs secteurs. Et je vous dis à la prochaine. Ah oui, nous aurons des données. Ça sera intéressant de pouvoir avoir des données vraiment en termes d'argent, en termes de nombre d'ingénieurs qu'il faut pour tant de kilomètres, tant de mètres carrés, etc., pour vraiment asseoir en fait la concrétisation des choses. Nous ne le ferons pas pour tout parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, mais je vais vous proposer vraiment de manière assez évasive pour qu'on puisse déjà avoir l'idée et voir déjà pendant les années qui viennent, les mettre sur papier, les soumettre et ensuite commencer à travailler. Je vous remercie et je vous dis ciao, à la prochaine.